Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 66e émission de l'Hebdo de la médiation. Alors aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'entendre aux actualités, ça fait un peu vieillot de dire ça, en écoutant la radio. En fait, il a été question de quelque chose qui est totalement en lien avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Alors, j'ai un retour son, laissez-moi 2 secondes pour couper ça. Voilà, pardon pour le problème technique. Donc ce matin, en écoutant la radio, eh bien, il y avait des discussions sur mais comment va faire le gouvernement pour gouverner pendant encore 4 ans? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire passer comme loi? Eh bien, il y a une loi qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisque c'est celle que le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti, a sous le coude depuis le mois de janvier et qui concerne une loi programmatique sur la justice, sur la simplification de la justice et pour lequel, évidemment, il y a un aspect qui nous intéresse particulièrement, c'est la médiation judiciaire. Ça tombe bien, aujourd'hui, la thématique, c'est la médiation judiciaire avec mes acolytes habituels, Jean-Louis et Jean-Bruno. Et puis, si Laurent Metz arrive à nous rejoindre, eh bien, il pourra nous présenter le club des médiateurs professionnels judiciaires parce que l'actualité de ce côté-là aussi est importante en termes d'inscription, de réinscription, de formation. Il y a plein de choses sur lesquelles nous allons pouvoir échanger aujourd'hui et peut-être que je vais laisser la parole dans un premier temps à Jean-Louis et je vais voir avec Laurent ces problèmes de connexion. Alors, Jérôme, bonjour. Bonjour Jean-Bruno, bonjour à tous. Vous savez que, effectivement, le rappel de Jérôme sur la médiation judiciaire est quelque chose qui crée de l'impatience, en fait. On se demande comment les choses vont être mises en place réellement. Il y a déjà des éléments qui sont mis en place, parce que on sait par exemple qu'il y a des listes de médiateurs qui sont dans toutes les cours d'appel et qu'il faut s'inscrire. On connaît les conditions, alors on va en reparler tranquillement de ces conditions. Tiens, bonjour Olivier Bourrel, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, belle coiffure, je trouve, Olivier. Oui, Euh, c'est vrai. c'est c'est des observations comme ça qui sont sympas. Donc, c'est la médiation judiciaire, c'est vrai qu'il y a des enjeux. Alors, dans la médiation professionnelle, on a toujours considéré la médiation judiciaire comme étant plutôt marginale, parce que ce n'est pas la spécialité, ce n'est pas le fonds de commerce de la profession de médiateur, parce que je dirais, le fonds de commerce, entre guillemets, c'est l'ensemble des relations interpersonnelles, que ce soit dans la vie sociale, la vie familiale, la vie d'entreprise. Et puis, donc, de manière marginale, pour des médiateurs qui souhaitent le faire, eh bien, il y a la médiation judiciaire. Alors, parmi nous, il y a pour l'instant 2 médiateurs judiciaires, parce que Olivier Bourrel est inscrit sur il est inscrit, Olivier. Non, pas encore. Ah, il vient de me contredire. Qu'est-ce que tu viens faire là alors? Yes. Par contre, Jean Bruno est un spécialiste de la médiation judiciaire. Ça fait très longtemps qu'il est inscrit. Déjà, il était inscrit en Corse, où il a longuement opéré et où nous était venue une petite idée d'ailleurs. C'était d'écrire un bouquin que nous avons toujours en cours, Oui, qui s'appelle donc En milieu hostile, la médiation en milieu hostile. Mais vous verrez quand le titre vous viendra, vous direz, mais vraiment, ils ont des coups de génie, ceux-là. Ça veut dire que vraiment, ils sont habitués à l'hostilité parce qu'on a vraiment trouvé un coup de génie. Vous verrez, mais pour le titre, ça fait déjà rire Jean-Bruno parce qu'il se dit, tiens, il est malin aussi encore, avec son petit sous-entendu. Alors, donc, c'est la médiation judiciaire, c'est toute une aventure. Jean-Bruno est également à Narbonne maintenant, parce que je le précise, mais il est également inscrit sur Montpellier. Et voilà, c'est fait deux cours d'appel. Alors, il y a des médiateurs qui sont inscrits un peu partout, on le sait. Il y a des médiateurs d'ailleurs qui sont inscrits partout en France. Ils habitent en métropole, comme on dit, puis ils sont en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Donc, c'est pas évident de faire le voyage comme ça pour aller faire une médiation. Mais comme maintenant, il existe ces procédés à distance, eh bien, c'est vrai qu'il est possible d'engager des médiations
avec les plateformes en ligne, avec Zoom, avec différentes plateformes de communication en ligne. Donc, c'est très pratique. C'est très pratique. Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait des personnes qui se posaient la question de savoir si c'était possible de dialoguer à distance. Hein, c'était quand même assez étonnant parce que est-ce que c'est possible d'engager une conversation avec quelqu'un sur une thématique conflictuelle à distance? C'est comme si, est-ce que c'est possible de parler au téléphone avec quelqu'un d'un sujet qui est intime, quoi, hein? Donc, c'était vraiment assez étonnant, ces discussions, parce que c'était sur des médiations dites internationales, hein, entre une personne qui, par exemple, est au Canada et l'autre qui est en France. Hein. On se souvient d'une célèbre affaire qui avait initié cette question. C'était l'affaire où était impliquée une maman. Alors, je ne vais pas rappeler son nom parce que l'affaire est passée maintenant, mais ça avait été très, très médiatisé dans les années 2004, 2005, 2006, 2007, peut-être par là, dans ces années-là. Elle était partie du Canada avec ses enfants et son mari avait protesté contre ce départ et avait lancé d'abord, avait fait une plainte, hein, pour enlèvement d'enfants, et il y avait eu une médiation judiciaire qui avait été initiée. Et donc, cette médiation judiciaire, elle était dite internationale. Donc, quel médiateur était en capacité de pouvoir conduire cette médiation? Eh bien, c'était des médiateurs qui dépendaient d'un système qui est lié au ministère de la Justice et qui s'appelait la MAMIF, la Mission d'aide à la médiation internationale familiale. Alors maintenant, ça a changé de nom, peu importe le nom, mais c'est toujours le même système. Et en fait, ce dispositif, c'était un dispositif qui était relativement piège. Alors, moi, les 2 fois où j'ai suivi des affaires pilotées par la MAMIF, eh bien, ça avait amené des personnes en fait en prison. Parce que les personnes avaient écouté les médiateurs sur l'idée qu'on pouvait leur faire confiance, qu'ils pouvaient revenir dans le pays, etc. Donc, la personne en question, qui avait kidnappé, entre guillemets, ses enfants, repart au Canada pour aller voir le père de ses enfants, et c'est la police qui l'attend à l'aéroport et est tout de suite mise en prison. Donc voilà, donc confiance dans la médiation, c'est médiation familiale, ça s'écroule, hein, ce genre de procédé. Et puis l'autre fois, c'était dans un type qui était en Irak, hein, un Irakien, qui était marié avec une Française. Et donc, lui, il était parti aussi avec son fils ou sa fille, je ne me souviens plus si c'était son enfant, et il avait confié l'enfant à ses grands-parents, à ses parents, hein, à lui, parce qu'il avait été contacté par la MAMIF, et puis il décide de répondre à la demande qui était de faire une médiation en France. Donc, il vient, et à l'aéroport, il est arrêté et mis en prison. Et en échange, on lui dit, si vous voulez sortir maintenant, eh bien, vous dites à vos parents de faire revenir les enfants en France. Donc, l'enfant en France. Et puis, c'était pareil pour la personne dont je parlais tout à l'heure par rapport au Canada. Donc, c'est ça la question, c'est à quoi sert la médiation familiale, à quoi sert la médiation judiciaire, dans quel cadre elle peut être faite et quel est le rôle des médiateurs aussi, parce que ça, c'était quelque chose de très important. Donc, vous voyez, là, je pose le décor avec une histoire, deux histoires qui étaient terribles, parce que ça avait défrayé la chronique, enfin, surtout celle avec la maman, parce que, évidemment, quand on s'était dit, vous savez, c'est toujours la tradition de se dire, les enfants, la maman, etc., on comprend bien pourquoi. Et le papa, lui, il paraissait, l'Irakien, il paraissait plus kidnappeur d'ailleurs que la maman française, alors que c'est la même chose, hein, c'était les mêmes problématiques. Donc, il y a effectivement le problème de ce type d'intervention dans ce cadre judiciaire, des médiateurs. Est-ce que ce sont des alliés du système judiciaire, des alliés au sens où vraiment ils sont au service du système judiciaire et policier, c'est-à-dire au service du contrat social en fait, hein, ou alors est-ce qu'ils sont au service des personnes et donc de l'entente et de l'entente sociale, ce qui est quand même très différent comme notion du paradigme, si vous me suivez bien. Donc vous voyez que
que la démarche est très différente. Alors, on repère comme ça que les médiateurs traditionnels qui disent on va respecter l'ordre public, on va respecter le système juridique et judiciaire et les décisions judiciaires, et on va se mettre sous la coupe de l'autorité. Alors là, ça, c'est de la médiation traditionnelle. C'est quelque chose qui n'innove rien du tout. Il y en a déjà plein, c'est habituel. C'est des conciliateurs de justice, c'est pareil. C'est le même modèle de pensée. Et puis, on a créé, nous, une autre voie. Alors, une voie qui est tout à fait légale, il ne faut pas croire. On n'est pas obligé de se soumettre à quelqu'un qui est en posture d'autorité. On n'a aucune obligation. Aucune. On est libre. Et donc, c'est ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne parviennent pas à bien comprendre. Même parmi les personnes qui suivent la formation de médiateur professionnel, il y en a même qui vont faire allégeance. Alors, j'ai bien apprécié une chose au passage, d'ailleurs, je tiens à féliciter l'une des personnes qui a fait le salon à Montpellier, parce que ce n'est pas dans le cadre d'une médiation judiciaire, mais voyez bien, c'est dans le cadre d'une relation d'autorité. Il y a eu un contrôle de la direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes sur le salon de Montpellier, à un moment donné, la foire de Montpellier. Et donc, il y a un stand qui est tenu par les médiateurs professionnels. Et la personne qui était là au moment du contrôle général des agents de la répression des fraudes, qui était venue parce qu'il y avait plein de plaintes, paraît-il, à ce moment-là, ils avaient été mobilisés. Ils sont venus voir le médiateur professionnel et puis ils ont dit, mais vous pouvez nous dire ce qui se passe? Vous pouvez nous donner les exemples et nous dire quels sont les commerçants qui sont les plus concernés par les plaintes et les réclamations, de façon à ce qu'on aille les contrôler. Et bon réflexe, félicitations, bon réflexe de la médiateur professionnel, parce que c'est une médiateur professionnelle. Donc, comme je ne lui ai pas demandé l'autorisation de dire son nom, je vais le laisser de côté, mais elle se reconnaîtra, et je la remercie et je la félicite encore, pour dire que bon réflexe, elle n'a pas donné les noms des professionnels qui étaient mis en cause par les consommateurs. Pourquoi ? Parce que ça ne concernait pas, il n'y avait pas de plainte. Donc il n'y avait pas de plainte, ça avait été réglé par la médiation, par l'intervention des médiateurs professionnels, donc il n'y avait aucune raison de donner les noms. Et de plus, les médiateurs n'ont pas à faire ce relais. Ils ne sont pas des relais de plainte, ils ne sont pas des relais policiers, ils ne sont pas des relais judiciaires. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est quelque chose qui échappe à beaucoup de personnes qui ont l'habitude de la servitude humaine. Alors, c'est terrible ce que je dis là, parce que, évidemment, vous pouvez vous dire, ouais, il y va fort, etc. Non, j'y vais pas fort, je décris simplement la réalité. Je donne à la réalité le ton de l'affirmation de la posture des médiateurs professionnels. La stricte confidentialité des relations entre les parties et la non-délation. C'est ça, surtout ça. Alors, tout de suite, ça fait réagir Jean Bruno. Si je dis, bah oui, c'est ça c'est important. Nous, on n'a pas à faire ce travail. On a été saisis au moins 2-3 fois depuis notre création, c'est pas beaucoup, mais de la part de médiateurs qui se demandaient s'ils devaient répondre à des injonctions du procureur de la République, par exemple, pour des patrons ou des employeurs, des dirigeants de société qui étaient accusés de cavalerie. D'ABS, pour vous dire autrement que cavalerie, d'abus de bien social. Donc il y avait une procédure qui était enclenchée, et puis dans les documents, le proc il voit que il y a eu des médiations. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces médiations, se dit-il? C'est quoi l'accord de médiation? Je voudrais bien savoir ce que c'est. Donc il va voir le médiateur. Et vous savez comment il va le voir? Il va le voir en envoyant la gendarmerie ou en faisant envoyer une convocation directement au commissariat. Donc le médiateur, il arrive, il regarde dans sa boîte à lettres, paf, une petite enveloppe bleue. Hop, c'est quoi? Oh, dans l'enveloppe bleue, il y a marqué rendez-vous au commissariat. Alors et puis il n'y a pas marqué pourquoi. Donc ça fait un peu flipper. La personne qui est médiateur se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais, etc. Comment j'y vais? Et puis elle y va. Parce que quand même, tu as envie de savoir, quoi, un peu. C'est pas la curiosité qui te fait y aller quand même. C'est parce que il y a une menace, c'est la police quand même.
Donc, tu te dis, je vais y aller voir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu peux te jeter dans la gueule du loup à ce moment-là, parce que tu n'es pas vraiment obligé d'y aller en réalité. Tu n'es pas obligé. Mais, tu te sens un peu sous pression, alors tu y vas. Bon, moi, ça m'est arrivé 2 fois. Donc, tu vas comme ça, et puis tu vas répondre à des questions qui sont complètement à côté de la plaque, parce que le gars, au lieu de te poser la question directement sur le problème auquel tu es confronté, il commence à te demander de te justifier de ton existence. Et qui tu es, d'où tu viens, comment tu vis, comment tu erres, et combien tu gagnes éventuellement. Il te pose toutes les questions comme si tu vas rendre des comptes. Et puis après, il te dit, j'aimerais bien savoir aussi concernant cette affaire, vous avez eu une affaire qui a été soumise, vous savez, une affaire qui n'était pas claire du tout. Au début, il ne te donne pas du tout le contenu, la manière. Il te fait le coup de garde à vue. Regardez le film Garde à vue, vous allez voir, c'est édifiant. Et puis, le mec, il se trouve embarqué par des réponses, il ne sait pas vraiment tout à fait. Puis après, il se contredit un peu parce qu'il sait, il ne sait pas, tu sais pas de quoi il s'agit. Et puis, voilà. Donc, tu es engagé dans une procédure. Derrière toi, il y a une procédure judiciaire qui ne te concerne pas. Et tu es impliqué dans une discussion où, au final, tu ne sais pas. Et le truc, c'est que les questions vont se resserrent, et vous devez, à ce moment-là, en tant que médiateur, si vous êtes là, vous vous sentez presque obligé de répondre aux questions précises qui sont données, parce que ça a été le coup d'un entonnoir. Bon, si vous êtes prévenu, vous saurez qu'en fait, l'entonnoir, il arrive, quoi. Donc moi, j'étais un petit peu prévenu, j'avais vu l'entonnoir, j'ai dit, c'est pas la peine de me faire ça. Vous savez, il y a des situations, on n'en parle pas, c'est confidentiel. C'est confidentiel. Donc, on a été interpellé plusieurs fois comme ça par rapport à des situations où, en fait, on n'a pas à sortir des éléments d'information. D'ailleurs, c'est marqué dans la loi. C'est marqué dans la loi quand même. On n'a pas à sortir des éléments d'information dès lors que l'ordre public n'est pas en cause. Alors après, pour mettre en cause l'ordre public, vous savez, c'est surtout les trucs de terrorisme, etc. par rapport à ça. Vous imaginez 2 terroristes qui viennent et puis pour une médiation, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur la manière dont ils vont faire les plastiquages. Non mais franchement. Donc c'est quand même prévu dans la loi. On ne sait jamais, ça peut servir. Et puis alors là, après le côté un peu plus grave, c'est vrai parce que c'est plus touchant, c'est de se dire mais si une personne en situation de dépendance a sa vie et qui est exposée, alors là le médiateur devrait rompre la confidentialité. Mais en fait, nous n'avons que des déclarations. Comment peut-on rompre la confidentialité que par rapport à des déclarations? Ce n'est pas à nous de rompre, c'est aux personnes d'aller au commissariat, d'aller voir le proc, de porter plainte, d'aller voir un avocat, éventuellement pour engager une procédure si c'est nécessaire. Mais le médiateur, lui, garde confidentiel toutes les informations qui lui sont présentées oralement, et puis il n'a pas à garder de documents par-devers lui dans ses archives qui concernent les affaires qu'il a eu à connaître. Donc voilà, j'ai posé l'ambiance. Je vois que notre ami Laurent Metz, a réussi à se connecter, ce qui est absolument formidable. Mais déjà, Jean-Bruno, tu as déjà toi-même pas mal d'informations sur la médiation judiciaire. Alors, pourquoi, je vais te poser la question, pourquoi est-ce qu'un médiateur professionnel voudrait faire médiateur judiciaire? Pourquoi tu es devenu médiateur judiciaire aussi inscrit talentueusement? Je le dis parce que je te connais bien et puis je sais depuis le temps que tu travailles, talentueusement, tu interviens sur beaucoup de médiations judiciaires. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que toi, tu es devenu médiateur judiciaire? Alors, je suis devenu médiateur judiciaire parce que j'ai déménagé. Je suis passé de la Corse à Narbonne, comme tu le rappelais.
Et effectivement, je me suis toujours dit que les médiateurs professionnels devaient pouvoir avoir accès à des prescriptions de médiation, notamment par des juges. Donc, que le système judiciaire ne devait pas empêcher les médiateurs professionnels de s'inscrire sur les cours d'appel et de récupérer des affaires. J'ai rencontré donc effectivement un juge à Narbonne favorable à la médiation, nommons-le, puisqu'on est en toute confidentialité ici sur cette chaîne. Donc, c'est pas le sujet. Là, la confidentialité, justement, c'est qu'il faut quand même que les médiateurs sachent que c'est pas parce qu'on leur dit, voilà, il y a telle personne, que le médiateur est tenu à la confidentialité qu'ils doivent se taire sur tout. Bien sûr, en plus. Donc, c'est vrai que ce juge-là, en tout cas, Antonio Fulieda, a tout de suite vu dans la profession de médiateur, en tout cas, des médiateurs susceptibles de pouvoir intervenir sur la juridiction, sur le tribunal judiciaire. Donc, il a envoyé des affaires et effectivement, je me suis retrouvé avec des affaires soit familiales, soit de la première chambre civile, des affaires qui venaient de tout ordre, de tout bord, des problèmes de voisinage, mais aussi des problèmes d'immobilier, de travaux mal faits, etc., etc. Donc, Antonio Fulieda, il n'est plus juge. Il est à la retraite. Il est à la retraite, donc ça fait pas très longtemps. Il continue à s'impliquer dans la médiation pour pouvoir en promouvoir. Il en parle un peu partout. Il était venu sur notre chaîne il y a un petit moment. Si vous voulez, vous tapez sur la chaîne médiateur.tv, vous trouverez une discussion qu'il y avait eu avec Antonio Fulieda, qui avait fortement apprécié d'ailleurs la médiation professionnelle et puis qui avait fortement apprécié tes interventions. Oui, il se demandait comment je faisais pour récupérer autant d'affaires, puisque selon les juridictions, c'est différent. La médiation judiciaire, à Narbonne par exemple, passe par le fait que le médiateur professionnel ou pas, bénévolement, va informer les parties d'un dossier qui a été sélectionné par le juge. Il va les informer de l'opportunité pour eux ou pas de faire cette médiation. Et à l'issue de cette présentation, qui dure une demi-heure par dossier, alors c'est de 9h à midi tous les mois ou tous les 3 mois, eh bien, le médiateur présente la médiation et propose ses services. Les parties, encore une fois, sont obligées d'être là, encore elles sont sous la servitude volontaire, puisqu'elles ne sont pas, elles ne risquent rien légalement si elles ne sont pas là, si ce n'est que le juge puisse voir qu'elles n'ont pas été là à cette présentation. Mais enfin, le médiateur propose la médiation, les parties disent « OK, on va en médiation », à ce moment-là, elles récupèrent le dossier. Ça, c'est pour en tout cas le TJ de Narbonne. Et il y a aussi de temps en temps des ordonnances de médiation. Alors, c'est pas l'injonction de se retrouver à une présentation gratuite du médiateur. Là, du coup, c'est l'ordonnance pour les parties d'être en médiation avec tel médiateur. Je reçois parfois, je suis commis, on me propose une mission et les parties sont obligées de venir. Alors encore une fois, obligées, c'est faux. Elles n'ont pas de punition, de sanction prévue si elles ne viennent pas. Enfin, ce que tu veux dire, c'est que c'est une obligation morale. Oui. Que le juge fait une incitation forte par le fait de son autorité de fonction, en fait, oui. Parce que c'est une autorité qui est un peu mélangée, celle du juge, une autorité de fonction et une autorité de compétence, mais c'est surtout l'autorité de fonction, en l'occurrence, oui. Et qui fait qu'il enjoint aux parties d'aller en médiation. D'aller d'abord écouter une présentation, et puis la servitude volontaire fait le reste. Voilà. Alors, et dans ce cas-là, tu dis qu'il y a des cas où, en fait, il n'y a pas la présentation, c'est allez-y. Voilà. Et donc, alors, est-ce qu'il a obtenu préalablement l'adhésion des parties? Alors, peut-être, je n'en sais rien. Oui ou non. Parfois, oui. Je ne suis jamais retourné vers un juge en lui posant la question, est-ce que, avant d'enjoindre les parties à venir me voir moi, est-ce que vous leur avez demandé? Je pense que le juge, c'est une interprétation, mais je pense que le juge a trouvé que cette affaire-là, qui revenait depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans à l'audience, devait aller en médiation. Et donc, il leur dit, paf, obligation, ordonnance de médiation. Est-ce que je te demande, Jean-Bruno, comment réagissent les avocats dans ce cas-là? Tu peux demander. Je ne sais pas s'il faut que je te pose cette question qui est un peu épineuse. Non, bien sûr. Les avocats sont prévenus qu'ils ont reçu aussi la lettre d'injonction du juge aux parties de faire cette médiation, donc ils se retirent
le temps de la médiation. Il compte bien sur moi pour revenir une fois à un accord ébauché, pour pouvoir quand même, de manière juridique, poser un vrai protocole d'accord avec force exécutoire aux parties. Mais en tout cas, il se retire en général et il ne m'appelle pas, hein, mais je retrouve des parties qui viennent en disant on n'a pas le choix, il faut qu'on vienne vous voir. Je dis, ben voilà, vous connaissez le processus, je vous l'explique, et on fait la médiation. Elle termine par un accord, et cet accord retourne vers les conseils pour rédaction d'un protocole d'accord en bonne et due forme juridique. Alors, donc, il y a clairement, tu expliques comment ça se passe la médiation judiciaire. Toi, tu as eu pas mal de missions, hein, je dis pas mal parce que je sais que tu en as eu au moins 50. Hein, Ah bah, depuis que je suis à Narbonne, plus maintenant. C'est à peu près entre 25 et 30 par an. 25 et 30 par an. Et ça fait de combien de temps donc Ça fait depuis 2019, donc voilà, depuis maintenant 3-4 ans. 4 ans. Ça a Donc, été essentiel. ça te fait une centaine de médiations. Une centaine de médiations que tu as eues par, par le système de médiation judiciaire, donc avec deux possibilités. Première possibilité, tu reçois les personnes en entretien pour leur présenter la médiation, c'est-à-dire que le juge rend une ordonnance pour que les parties aillent te rencontrer. Ça, c'est gratuit, je crois. Ordonnance de recueil d'accords en médiation. D'accord. Alors, attends. Ma Les question, parties sont obligées de venir. Excuse-moi d'être très intéressé financièrement. Est-ce que ça, c'est quelque chose de payant quand tu fais un entretien de présentation de la médiation? Est-ce que les gens payent? Alors, certains avocats me disent, c'est honteux que vous ne soyez pas payé lorsque vous venez présenter bénévolement la médiation. Et à ce moment-là, ils te versent un petit peu de leurs honoraires? Non, ils disent juste qu'ils sont d'accord avec moi, que c'est hallucinant, que les médiateurs doivent venir comme ça, bénévolement, la 10e roue du carrosse, présenter gratuitement, que la médiation pourrait être opportune pour les parties. Ils passent une demi-heure de leur temps par dossier, mais quand même, le juge a envoyé un certain nombre de dossiers, donc c'est normal que le médiateur présente gratuitement les tenants et aboutissants de la médiation. Oui. Ensuite, alors, ça, c'est la première chose, c'est la gratuité. C'est ce que je voulais mettre en évidence. Je voyais, il y avait sur notre antenne, vous voyez qui regardait l'antenne, l'émission, vous voyez que seulement le visage de celui qui intervient, mais nous, on voit les visages de ceux qui sont là et de leurs expressions. Et je voyais Olivier Bourrel qui faisait non, 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 oui, oui, oui. Les têtes proches. Il suit attentivement l'affaire. Il y a Jérôme aussi, de temps en temps, qui quand je dis des choses qui piquent un peu, il fait « Oh !» Je vous dis ça comme ça. Hein. Parce que comme ça, vous avez le mime de toutes les situations. Je ne vais pas vous mimer tout ce qu'ils font quand même, parce qu'ils font des choses qui ne sont pas clean tout à fait. Voilà. Alors, je ne sais pas uniquement pour se moquer de moi. Donc là, première chose, Jean-Bruno, je reviens sur le sujet. Parce que je crée de l'animation, moi, tu sais, hein, je fais du tam-tam. Alors, première chose, c'est les médiateurs sont amenés à faire gratuitement des présentations de la médiation, ce qui ne fait pas l'adhésion de tout le monde pour cette histoire de gratuité, au moins que le système prévoit, dans ce cas-là, au lieu de l'exploitation de la compétence des personnes, au moins l'accès à l'aide juridictionnelle ou à l'aide médiationnelle. Il devrait y avoir un système comme ça. Donc, en tout cas, présentation gratuite pour l'instant, c'est comme ça. Deuxième chose, les parties peuvent directement être amenées à aller voir un médiateur sur décision du juge, qu'il ait ou non, on ne sait pas, qu'il ait ou non recueilli l'adhésion préalable. Alors, voilà. L'adhésion préalable des parties et de leur avocat. Parce que si l'avocat fait obstacle… Non, en général, quand les parties reviennent vers moi, elles me disent qu'elles n'ont pas eu la possibilité de dire non. Elles sont obligées de venir vers moi et moi, je reçois une désignation aussi en tant que médiateur. Acceptez-vous la mission? Si oui, signez, etc. Sinon, donnez les motifs de votre non, de votre refus d'accepter ce dossier. Donc là, les avocats sont prévenus, ils n'ont pas leur mot à dire. Le juge a décidé que… Alors, attends, là, tu m'intrigues parce que tu intrigues beaucoup de personnes qui sont là, des milliers de personnes qui sont là en train de se dire mais pourquoi un médiateur va-t-il refuser une mission? C'est parce qu'il n'a pas bu de café le matin, parce que… Alors moi ce que j'imagine, c'est qu'il y a des médiateurs qui sont sectorisés.
et qui voient arriver une demande de mission pour un secteur dans lequel ils ne se sentent pas bien. Par exemple, ça peut être le secteur de la famille, alors qu'eux font beaucoup plus d'immobilier. Tu veux dire qu'un médiateur qui sera en situation de divorce, ce n'est pas le moment qu'il aille accompagner un divorce aussi, peut-être? Peut-être. Et à ce moment-là, il dirait non, actuellement, tel dossier dans tel secteur qui est la famille, je ne me sens pas de faire cette mission. Ah, tu crois qu'il pourrait dire je ne me sens pas? Non, parce qu'il devrait renifler beaucoup avant de le dire. Alors, donc en fait. Voilà, il peut refuser la mission. C'est la raison pour laquelle il peut refuser une mission aussi. Ce n'est pas tellement la sectorisation, ça peut être d'abord une question de temps. Hein. Une question de disponibilité. Ah, ça, c'est tout à fait possible. Et puis ça peut être aussi, comme ce que tu dis, ça peut être aussi le sentiment de ne pas pouvoir avoir la disponibilité intellectuelle ou la compétence pour pouvoir intervenir. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Alors après, ce que je veux dire quand même, c'est que c'est très rare. Ces injonctions de faire la médiation et non pas de venir à un entretien gratuit, préalable, c'est quand même, je dirais, trois ordonnances sur 20 sollicitations de venir faire une présentation gratuite. C'est pas beaucoup. Oui, monsieur Bourrel. Bonjour. Oui, on voit peut-être là-dessus, sur cette question, la différence entre la médiation traditionnelle, qui est une mission d'expertise technique, et la médiation professionnelle, qui est une mission de qualité relationnelle. Nous, avec notre formation, on est capable d'intervenir sur, entre guillemets, n'importe quelle typologie de dégradation relationnelle. Quand un médiateur traditionnel s'inscrit dans un domaine commercial ou civil, il va mettre en avant sa technicité sur le produit et non pas sur la résolution de la dégradation relationnelle. Donc, à fort propos, s'il est spécialisé dans un domaine et qu'il n'est pas en capacité technique d'apporter ou de pouvoir conduire une conduite vers un accord qu'il va maîtriser techniquement, à juste titre, il va se trouver un peu dans l'embarras et probablement il va être enclin à refuser. Ce qui n'est pas le cas d'un médiateur professionnel qui, lui, peut intervenir sur toute typologie de procédure, qu'elle soit civile, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit territoriale avec les collectivités locales, où là, lui, il a en face de lui deux personnes en conflit et il applique ce qu'on nous a appris, enseigné brillamment au sein de l'EPMN, c'est-à-dire le processus structuré de la médiation professionnelle, ce qui n'est pas l'arme fatale dont disposent les médiateurs traditionnels. Merci Olivier de cette précision. Là maintenant, ce que j'aimerais, c'est donner la parole à Laurent Metz, parce que Laurent a piétiné comme ça avec le monde digital et numérique. Il était là en train de se battre contre l'adversité des octets. Et donc, Jérôme a réussi brillamment encore lui aussi à venir vaincre cette adversité illégitime pour donner la parole à Laurent. Laurent, bonjour. Laurent, ça fait 25 ans qu'on se connaît presque maintenant, donc moi c'est toujours un plaisir de te voir arriver sur Mediator.tv. Tu y viens rarement, mais n'empêche que tu es très, très actif et particulièrement, tu es président du jeune club des médiateurs professionnels judiciaires, que tu as mis en place avec d'ailleurs notre ami Jean Bruno. Il y avait Charline aussi qui était dans le coup, il y avait d'autres personnes qui étaient dans l'affaire, il y a d'autres médiateurs qui participent, mais tu as fait un boulot d'enfer dont on a parlé, d'enfer, ou de paradis d'ailleurs, parce que je ne sais pas pourquoi on dit d'enfer, parce que ça devait être dur en fait, mais je ne sais pas si le plus dur, ce n'est pas le paradis. Donc, tu as fait un boulot quand même super pour identifier les médiateurs judiciaires, les médiateurs professionnels judiciaires qui sont inscrits sur les différents tribunaux. Tu as regardé tout ça, tu as regardé les listes, tu as même vu que certains médiateurs, c'est toi qui me l'as dit, que certains médiateurs sont inscrits partout, sur toutes les cours d'appel, ce qui est quand même un exploit. Mais ça veut dire que c'est un sacré boulot pour pouvoir renouveler maintenant. C'est-à-dire qu'ils se sont inscrits au premier shoot,
c'était les précédentes listes qui ont été faites. Maintenant, il va falloir renouveler, c'est-à-dire qu'il va falloir prouver partout, envoyer des courriers, envoyer des éléments. Et toi, c'est ce que tu proposes de faire. Qu'est-ce que tu proposes d'ailleurs, je pourrais dire, qu'est-ce que tu proposes de faire pour les médiateurs professionnels qui veulent intervenir en matière judiciaire? Tu as la parole. Merci, Laurent, bienvenue. Oui, il y a 38 cours d'appel. Il y en a 30 en métropole et 6 en outre-mer. Et le fonctionnement est toujours à peu près le même. Et les inscriptions se font de la même façon et tout est coordonné. Ce qui veut dire qu'au 1er janvier 2024, il y a un renouvellement total des listes pour 3 années. Alors, actuellement, il n'y a aucun médiateur qui est sur toutes les listes pour autant, d'autant plus que dans certains cas, il y a une cour d'appel qui va refuser une demande dans un premier temps, parce qu'il y a des recours possibles, mais pour manque de compétences ou de manque d'expérience, alors que tous les autres cours d'appel auront retenu le médiateur professionnel. Donc voilà, c'est assez aléatoire, on ne sait pas exactement comment sont prises les décisions. Et une fois que la décision est prise, comme Jean-Bruno a dû en parler, même si je n'ai pas tout entendu, tout se passe totalement à la discrétion des juges et ils ne s'en cachent pas. Et il y a une nécessité de créer un lien et que le juge puisse reconnaître la qualité des médiateurs pour qu'il y ait des missions de données. Alors, pour te dire, Laurent, Jean-Bruno a fait une présentation de l'action du médiateur judiciaire dans le cadre des procédures, dans le cadre de la nomination par le juge, mais il n'a pas du tout parlé de ce dont tu es en train de parler, c'est de l'inscription sur la liste des cours d'appel. Donc là, déjà, tu m'as disqualifié, tu m'as botté en touche, tu as dit, ben non, il y a des médiateurs qui ne sont pas inscrits partout. Ben parce que, en fait, partout, ça voudrait dire en Nouvelle-Calédonie, ça voudrait dire aussi en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, ça voudrait dire partout, quoi. Mais tu en as vu quand même qui sont inscrits sur un grand nombre de listes. Il y en a qui ont fait des exploits pour ça. On ne va pas dire lesquels, mais il y en a qui ont fait des exploits. Alors, il y a des Parisiens qui sont inscrits sur la cour d'appel de Martinique. Hein. Peut-être qu'ils ont beaucoup de vacances. Après, ça a un intérêt aussi parce que là aussi, la cour d'appel va présenter sa liste de médiateurs comme elle le souhaite. Et donc, il y a des cours d'appel qui font le tri et qui donnent l'adresse physique de chaque médiateur. Et on peut se trouver face à une médiation qui est vue par le tribunal, la cour d'appel de Martinique, mais qui concerne une personne qui, ne serait-ce que temporairement, va résider en France. Donc, il peut y avoir également un intérêt à ce moment-là à trouver un médiateur qui serait plus sur la métropole pour conduire tout ou partie de la médiation. En fait, ces listes, Laurent, sont établies, comme tu le dis, avec un pouvoir discrétionnaire très fort de la part des juges. Il y en a qui témoignent de souplesse, qui manifestement demandent un certain nombre de conditions. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu comme conditions qui sont le plus demandées? Parce que puisque c'est chacun sa manière de voir les choses, est-ce que ça change d'une cour d'appel à l'autre? Les conditions qui doivent être réunies pour être inscrits sur une liste? Alors, le document de candidature, il est théoriquement le même pour les 36 cours d'appel. C'est un document unifié qui correspond à un arrêté, à quelque chose qui a été pris. Donc, tout le monde met les mêmes renseignements dedans. Il y a obligation d'avoir une assurance professionnelle, il y a obligation d'avoir une certification, il y a une obligation d'avoir une formation continue. Et puis après, il y a des choses plus aléatoires. Il va être demandé combien il y a eu de médiations dites conventionnelles de réaliser et éventuellement combien de médiations judiciaires de réaliser. Ils ne veulent pas des amateurs, quoi. Ils ne veulent pas des nouveau-nés de la médiation. Je ne peux pas dire ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont répondu 0 partout en disant qu'ils n'avaient rien fait et que le tribunal leur a, entre guillemets, la commission les a acceptés et les a mis sur la liste. Il faudrait que la personne le dise par elle-même. Hein. Il n'y a pas de transparence là-dessus, en fait, ce que tu dis. Aucune. Non, il y a. Alors, je crois que quand ils refusent, ils doivent plus ou moins motiver le refus, mais voilà, c'est où. Alors, ça peut pas être justement pour l'éloignement, parce que tout à l'heure, je disais la Martinique.
Un médiateur parisien qui demande l'inscription à la Martinique, on ne peut pas lui dire qu'il habite trop loin et ça ne peut pas être une raison de refus. Ça a été réglé, c'est dans ce qu'ils appellent les jurisprudences. Par contre, voilà, le nombre de médiations, comme on n'a pas beaucoup d'informations. Tu as dit, voilà, les conditions actuelles, c'est que tu as pu identifier, tu me rattraperas après si j'en oublie, obligatoirement une formation avec une certification, oui. Enfin avec une reconnaissance de la certification, c'est-à-dire par exemple, tous les médiateurs titulaires du CAPEM peuvent, s'ils le souhaitent, être inscrits sur une cour d'appel, sur une liste de cours d'appel. Hein. D'ailleurs, c'est nous qui avons la plus ancienne des certifications, hein, il faut quand même bien le souligner. Oui, puis le nombre d'heures est bon. Le nombre d'heures correspond, il y a un nombre d'heures spécifique qui est demandé. Alors, il y a un nombre d'heures qui est spécifique qui est demandé pour que cette formation soit considérée comme valide. Alors, il se trouve que ça correspond parce que c'est à la fois la formation présentielle, la suivi distanciel, tous les modules de e-learning et également, par exemple, quand vous faites le symposium, le symposium, ça compte. Et quand vous revenez aux événements annuels, quand vous participez à des permanences, etc., tout ça, ça participe de votre formation. Surtout les ateliers. Les ateliers sont considérés comme formation continue et on nous oblige à donner témoignage que nous avons bien continué d'apprendre durant toute l'année et durant les 3 ans. Donc ça, c'est le perfectionnement. Hein, c'est-à-dire que pour ce qui est de la formation, ça c'est très clair, il y a la formation, la certification, le suivi de formation, hein, et l'entretien de la formation. Donc ça c'est des conditions sine qua non. On l'a vu à plusieurs reprises que des gens ont cherché à s'inscrire et qu'ils n'avaient pas la preuve qu'ils avaient suivi des formations d'entretien et ils se sont fait disqualifier, disant mais pourquoi, etc. Mais ça a été validé. Donc, le suivi de médiateur.tv demande Laurence, le suivi de médiateur.tv, on ne délivre pas, comme on ne va pas délivrer une certification là-dessus, eh bien, on vous félicite de suivre médiateur.tv, c'est tout. Mais félicitations, hein, Laurence, de suivre attentivement médiateur.tv. Et donc, ça, c'est la première chose, formation. L'expérience. Tu dis l'expérience, en fait, c'est aléatoire, c'est pas sûr que l'expérience soit un vrai critère. Il demande l'information sur l'expérience, mais on ne sait pas si c'est retenu comme critère. Bon, moi, je me dirais, si j'étais juge hein, ou correspondant du système de médiation au cours d'appel, je me dirais quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, on va attendre qu'il en ait. Hein. C'est un petit peu partout pareil. Mais cela dit, c'est vrai que il y aurait une tendance, c'est que si par exemple vous arrivez, que vous avez 25 ans et que vous vous présentez comme médiateur judiciaire et que vous n'avez pas d'expérience, et que vous avez par exemple 60 ans et que vous avez une expérience dans un domaine professionnel, le juge, lui, est très maquetté par rapport à ce que disait Olivier Bourrel tout à l'heure, il est très maquetté sur l'idée qu'il faut un spécialiste d'un domaine, c'est bien. Hein. Or, on voit bien que chez nous, c'est faux. Il ne faut pas être un spécialiste du domaine pour pouvoir faire de la médiation judiciaire. Est-ce qu'il y a d'autres points, Laurent, qu'il faut bien souligner pour pouvoir s'inscrire sur cette liste? J'insistais sur la notion d'assurance. L'assurance. Voilà. Ah oui. L'assurance, on a été les premiers, je le rappelle quand même, la CPMN, on a été les premiers à promouvoir l'idée de l'assurance. Et je vais faire un commentaire sur ce sujet-là. Parce que après 23 ans d'expérience, on peut quand même tirer une petite leçon. Il n'y a pas eu une seule fois une mise en cause de médiateur par rapport à son problème, par rapport à une prestation. Donc moi, je me demande si, en fait, l'assurance, ce n'est pas du bidon. Je le dis clairement. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, les médiateurs ont besoin d'être assurés comme toutes les autres professions? Moi, je le dis franchement, j'ai été porteur de cette idée. J'ai été porteur et on a négocié une assurance à des conditions exceptionnelles, hein, parce que c'est pas des conditions exceptionnelles. Pour une assurance, c'est moins de 100 €.
Moi, il me semble, 1 million d'euros éventuellement de… Pour une couverture d'1 million d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas. Alors, qu'on ait une assurance responsabilité civile professionnelle, quand par exemple on reçoit des gens dans notre local. Oui, ça c'est une chose. Mais par rapport au préjudice qu'un médiateur pourrait faire subir à une personne. Or, tout le monde dit que le médiateur, quand il intervient, même s'il intervient pas très bien, ben, c'est un bénéfice pour la personne qui a réfléchi différemment à son différend, même s'il n'a pas abouti dans sa mission. Donc moi, je me pose la question de savoir si en fait il n'y a pas des incitations à des obligations qui ne sont pas utiles. C'est quelque chose qui devrait être discuté, à mon avis, dans le cadre des interventions des médiateurs professionnels, des médiateurs judiciaires, à savoir est-ce qu'ils sont vraiment obligés et utilement obligés à payer une assurance, ou est-ce que ce n'est pas encore faire du gras pour les assureurs? Dans la mesure où on est dans un cadre juridique, on pourrait rencontrer une personne qui dirait suite à la médiation, c'est vous qui avez incité mon mari à me quitter ou quelque chose comme ça. Parce que le cœur de métier du médiateur, c'est que des mots. Il y a pas d'intervention, c'est pas un chirurgien, c'est pas un mécanicien, c'est pas. Donc, à part. C'est parole contre parole. Laurent, c'est parole contre parole. Voilà, c'est parole contre parole, mais il peut y avoir une personne qui met ça en cause et qui va, elle, avoir une protection juridique, quelque chose qui va aller attaquer le médiateur sur cet angle. Après, on n'a pas eu ça, 23 ans. Hein. Non seulement on n'a jamais connu de cas où le médiateur était mis en cause, mais ce qui serait encore plus étonnant, c'est que si jamais ça arrivait un jour, il puisse être condamné à quelque chose. Ça, c'est encore un autre problème. Oui, ça, c'est une autre question, ça. C'est une autre question. En fait, c'est de la protection si éventuellement il y avait un cas de figure, et malgré tout, quand on est attaqué, et avec la justice, comme on est obligé de passer devant le juge, avoir une assistance et une protection juridique dans ce cas-là, c'est quand même une bonne chose, parce que sinon, le compteur, il tourne très rapidement avec les avocats, avec tout ce qui peut être mis en place. Oui, ça, disons que, bon, j'ai discuté ça, mais de fait, c'est une obligation. Alors, vous voyez, on discute l'obligation, mais n'empêche qu'on vous dit bien, c'est pas parce qu'on en discute que c'est pas obligatoire. Donc, obligation d'une formation, une expérience quand même qui est demandée, sans être vraiment qu'on sache vraiment si c'est décisif, mais c'est quand même demandé. Une obligation d'assurance. Est-ce qu'il y a autre chose pour pouvoir s'inscrire sur une liste? Présenter son CV, bien sûr. Oui. Alors après, j'ai envie de parler un petit peu du club des médiateurs. Donc, il y a le CMPJ. 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 Parce que justement, comme j'en parlais tout à l'heure, tout est à la discrétion des juges. Donc, les juges, ils vont avoir plusieurs critères. Il y a déjà le fait de connaître un médiateur plus particulièrement et de savoir que les résultats sont satisfaisants. Et il y a aussi des fois, pour certains juges, la tranquillité de nommer une personne morale, donc une association, plutôt qu'une personne physique, en se disant « je nomme l'association et du coup, je suis sûr que la médiation va avoir lieu, qu'il va y avoir un médiateur de disponible pour justement éviter le cas où le médiateur peut être surchargé et refuser la médiation. Alors à ce moment-là, il faut que ça revienne devant le juge, il faut que le juge prenne une autre personne sur la liste, ça lui fait perdre du temps. Il n'a pas envie de ça, il a envie de se débarrasser de la patate chaude. Et à ce moment-là, il nomme une association. Donc, l'idée, c'était également pour ça, pour être à la fois présent physiquement et pouvoir créer des liens éventuels avec des juges sur les tribunaux, et en même temps avoir la possibilité d'une association, parce qu'on a déjà pu constater, ça nous a déjà été rapporté, que dans certains cas, c'était l'association qui était privilégiée. En plus de ça, ça va permettre pour chaque cour d'appel aux différents médiateurs de la Chambre de se reconnaître
de travailler ensemble, de pouvoir plus facilement organiser les séances de présentation, comme parlait Jean-Bruno tout à l'heure, parce qu'effectivement, pour l'instant, on est considéré comme des auxiliaires de justice. Et voilà, et on démarre en bas de l'échelle, on est vraiment auxiliaire, et donc c'est à nous d'apporter la preuve de notre utilité. C'est comme ça pour l'instant. L'argument étant que la médiation a été autorisée, a été testée dans le milieu judiciaire, et que c'était à nous d'être humbles et de répondre pour arriver comme ça, petit à petit, à montrer toutes les possibilités de la médiation, et que les juges, même ceux qui au début n'étaient pas forcément très enclins à y avoir recours, ils viennent progressivement par les résultats qu'on aura pu apporter. Mais ils nous demandent dans un premier temps voilà, de prouver ce qu'on vaut, parce qu'eux, ils ne le savent pas, avant d'avoir éventuellement une prise en charge financière. Alors, je voudrais rajouter une chose, c'est que il y a un point quand même qui est important, parce qu'on est dans le monde judiciaire, comme tu disais tout à l'heure, et donc il faut présenter quand même un casier judiciaire, le numéro 3, le casier judiciaire vierge. Bon, pour ceux qui se diraient, mais ils ont oublié de dire ça, etc. Bon, voilà. Donc, ça, c'est l'évidence clinique de cet environnement-là. Alors, on n'est pas obligé d'avoir fait son service militaire, non, on n'est pas obligé, d'autant plus que maintenant, ça ne se fait plus. Donc, ça, c'est réglé. Comme moi, je ne l'ai pas fait, je pourrais l'être, hein, mais bon, je n'ai pas fait ce choix. Je trouve que c'est très important, tout ce qui a été dit ici, et vous ne vous en rendez pas forcément compte. Parce qu'en fait, il se passe quelque chose quand on voit ce qui se passe par rapport au système judiciaire. On pourrait se dire, mais tiens, ça a progressé. Le système judiciaire a été vachement plus efficace ces 2 dernières années qu'avant. Alors que c'est quand même de la misère, hein. Il y a moins de juges, il y a moins de personnes qui interviennent, moins de personnel, il y a moins de proximité du système judiciaire. On pourrait se dire, waouh, la médiation, ça marche à fond. Ben non, pas tant que ça en fait. Et s'il y a des chiffres qui font croire qu'il y a de meilleurs résultats dans le système judiciaire, ne vous laissez pas tromper par les chiffres, parce que les chiffres ne sont produits que par ceux qui veulent les montrer, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les bons chiffres. Alors, je voudrais vous donner quand même une clé par rapport à ce que c'est que la médiation professionnelle et ce que c'est que le système judiciaire. Vous avez peut-être entendu parler du droit à la médiation. Le droit à la médiation, c'est le droit à la liberté de décision. C'est pas rien. C'est-à-dire que vous comprenez bien que quand vous initiez une procédure judiciaire, eh bien, vous rentrez dans une logique qui va faire qu'un tiers va prendre une décision à votre place et va l'imposer. Alors oui, vous vous dites, oui, mais de quoi qu'il en soit, je vais gagner, je vais étouffer l'autre, hein, ça va le casser et tout, ça va être mon duel. Et comme je ne peux pas aller le petit matin lui en tirer une balle, eh ben, je vais le faire par un juge. Hein, c'est le juge qui va décider et qui va me donner raison. Donc ça, c'est vrai que c'est possible. Vous pouvez y arriver. Vous avez une chance sur 2, en fait. Hein, mais vous perdez, quoi qu'il en soit. Vous perdez votre liberté de décision. C'est quand même pas rien d'aller se soumettre à la décision d'un tiers pour piloter sa vie. Moi, je vous mets ça en évidence parce que le système judiciaire, c'est le système qui est justifié par le modèle du souverain. Il y a un souverain qui est là et qui pilote la vie des autres, qui dit comment les gens doivent vivre, doivent réguler leurs problématiques, doivent résoudre leurs conflits. Et il le dit parce que c'est grand-papa, hein, c'est un régime paternaliste, souverain, qui impose et qui font qu'il y a des gens qui se soumettent. Alors, c'est vrai que c'est un sens de la vie. Moi, j'attire votre attention sur autre chose, sur le fait qu'il peut y avoir une liberté de décision, qu'il peut y avoir utilement une extension de cette liberté de décision
dans la relation de conflit. C'est-à-dire que c'est vrai que la relation de conflit fait péter les boulons, fait péter un câble, déstabilise, fait qu'on cherche à se faire des alliés, on cherche à se battre. Regardez ce qui se passe avec les dirigeants du monde qui ne sont pas capables d'avoir l'intelligence de poser leurs valises conflictuelles pour résoudre des problématiques et qui vont aggraver la vie de tout le monde sans eux s'impliquer dedans. Hein? C'est ça le conflit. C'est on utilise d'autres personnes pour régler nos comptes. Mais la médiation professionnelle, c'est une extension de la liberté de décision. Elle vous offre l'opportunité d'exceller en matière de liberté. Moi, je trouve que c'est une vraie réflexion que vous devez avoir sur le sens de votre existence. C'est-à-dire que le choix de faire appel à un médiateur professionnel judiciaire, c'est vrai que c'est sans aucun doute le meilleur choix dans le cadre d'une procédure. Mais il peut très bien y avoir des gens qui n'ont pas intérêt à ce que vous trouviez un accord. Alors on peut dire, oui, il faut savoir où est le droit, où est l'obligation, où est le tort, où est la raison. Mais est-ce que c'est ça qui va faire le sens et la qualité de votre vie? Moi, je vous encourage à choisir les médiateurs professionnels judiciaires. Le CMPJ est fait pour ça. Et pour ça, il suffit que vous tapiez sur Internet cmpj.fr et vous aurez une liste qui va vous transporter directement sur la planète Terre. Mais vous transportez avec plus de sécurité que les fusées de Elon Musk. Hein? Vous prenez aucun risque là. Au contraire, que du bénéfice. Vous faites cmpj.fr et vous tombez sur la liste des médiateurs professionnels judiciaires, des gens qui se sont inscrits. Alors, maintenant, je vais quand même vous faire une autre recommandation. S'il te plaît, Jean-Louis, c'est très important ce que tu dis là. Ce que tu dis sur le droit à la médiation, c'est vraiment un des combats les plus forts et les plus fondamentaux portés par les médiateurs professionnels et notamment judiciaires. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, c'est la concrétisation, c'est que lorsque je fais mon intervention de présentation gratuite à deux parties, eh bien, s'il y en a une qui dit non, moi je veux pas, je veux le traîner en justice, eh bien, le médiateur repartira sans cette mission. À l'heure actuelle, il n'y a pas de droit à la médiation. Et c'est très important que tu rappelles ce combat fondamental des médiateurs professionnels et des médiateurs professionnels judiciaires. Et moi, je ne manque jamais de le dire. Effectivement, la législation actuelle permet que si l'une des parties dit non et reste butée dans son envie d'en découdre, par la raison, le droit, pas par la raison, par le raisonnable, le droit et l'obligation contraignante de la loi, eh bien l'autre partie va devoir, elle, se soumettre à ne pas avoir de dialogue avec un professionnel. Et donc il faut revenir, c'est notre combat, il faut revenir dessus dès qu'il est possible, à chaque fois qu'il y a une opportunité de parler de ce droit à la médiation, il faut le faire. Et notamment donc c'est une inversion, dont tu parles, tu reviens dessus, c'est vrai, merci, parce que c'est une inversion qui est nécessaire de se dire, on demande également à ce que ce droit à la médiation soit inscrit dans la Constitution. Et oui. Avant le droit d'accès à la justice. C'est-à-dire que, vous avez bien compris, droit d'accès à la justice, c'est le droit d'aller se soumettre à la décision d'un tiers. Dans tous les cas, droit à la médiation, c'est la prolongation de l'exercice de la liberté de décision. C'est ça. Donc, et il y a marqué sur les frontons partout des mairies liberté. Il n'y a pas marqué servitude volontaire. Donc, il faut bien comprendre ça. Je vois Jérôme, ça l'éclate. Il se dit, il casse tout là. Alors, donc, je vous remercie, moi, de vous dire, ça y est, il est 13h30, on a fait notre devoir tous les mercredis, mercredien ou mercredien, hein, tiens, un devoir mercredien, qui est celui de vous présenter les dos de la médiation et de vous parler de ça. Il y a plein de choses dont on pourrait vous parler encore, mais on va se les réserver.
On va vous les réserver. Moi, il y a une petite chose quand même Formation. que je voudrais vous dire. Attends, je vais te passer la parole juste après, Jean-Benoît, parce que tu vas vouloir dire quelque chose. Et Laurent aussi, ils vont vouloir conclure. Moi, je voudrais vous dire que j'ai regardé sur Internet, il y a plein de choses qui sont intéressantes, qui parlent de médiation. Et tout récemment, j'ai compulsé des différentes approches de la médiation. Et puis, il y en a certains qui présentent des affirmations sur la médiation. Et ça, je voudrais qu'on revienne là-dessus. On va vous faire un hebdo sur les différentes affirmations de nos concurrents. Vous savez, c'est marrant. Et puis, ils peuvent venir hein, s'ils veulent. Hein. Pas de problème. Hein. Moi, ils peuvent venir, on va en discuter. J'ai déjà dit, hein, venez discuter avec moi, parce que c'est la polémique. Et la polémique n'est pas un conflit. Le désaccord sur les idées de la médiation, c'est de la réflexion. C'est grâce, je le répète, c'est grâce à mes concurrents que j'ai fait progresser la médiation professionnelle. Pourquoi ? Parce que très souvent, ils affirment des choses, mais ils ne les prouvent pas. Et moi, j'ai cherché tout simplement les preuves. Et c'est comme ça que j'ai trouvé d'autres choses, parce qu'il n'y en avait pas de preuves. Il y a plein de choses qui sont affirmées. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent « on a 75% de résultats ». J'ai cherché. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont bien en dessous de 75% de résultats. Et moi, je vous ai dit, les médiateurs professionnels, c'est un médiateur, une mission, un résultat. Donc là, il y a une vraie exigence. Donc pour les médiateurs professionnels judiciaires aussi, et vous avez eu Jean Bruno tout à l'heure, il l'a eu modeste, mais en fait, quand il a évoqué le fait que des personnes viennent le voir pour pouvoir passer de l'injonction de médiation à la décision de participer à une médiation, là, il a de forts résultats. Et les seuls obstacles qu'il a pu rencontrer, c'est quand un avocat s'est mis en travers. Et ça, je le dis. C'est vrai. Vous êtes avocat, vous allez devoir changer parce que vous avez des concurrents, les médiateurs professionnels. Jean-Bruno ? Je confirme et je te remercie d'avoir mis les pieds dans le plat comme tu sais si bien le faire. Et c'est vrai que le principal obstacle, c'est ça. C'est pas les juges, c'est les avocats qui considèrent que leur dossier est gagnant et qui va rapporter plus à leurs clients en passant par la case tribunal qu'en passant par la médiation et qui ont parfois jusqu'à une puissance de conviction forte sur leurs clients et qui fait que le client va se laisser emporter comme ça dans l'affrontement judiciaire, alors que bien sûr qu'en passant par la médiation, il y aurait une issue bien plus libre et bien plus large et un apprentissage aussi d'altérité qui serait pas négatif. Loin de là. Alors tu dis Laurent, tu pourrais rappeler, il y a une deadline quand même pour le dépôt des dossiers des médiateurs judiciaires. Tout à fait. Donc, je vous ai dit que c'était au 1er janvier 2024 que la totalité des listes était remise à plat. Et les dossiers, alors ça bouge un petit peu là aussi d'une cour d'appel à une autre. Les plus proches, alors il y en a, quand je les appelle, ils savent pas, ils peuvent pas me répondre. Pour l'instant, il n'y a pas le responsable médiation de nommé. Enfin bon, il y a des choses assez bizarres quand même auprès de certaines cours. Mais de ce que j'ai pu trouver, il y en a qui demandent au 30 mai. Il y en a qui demandent au 31 mai et il y en a qui demandent au 1er juin. Hein. Donc et puis après, il y en a qui demandent en septembre aussi. Enfin, j'ai un petit peu tout vu. Donc, je dirais que pour pas prendre de risques, nous allons déposer absolument la totalité des demandes avant le 30 mai sur les 36 cours d'appel, de façon à ce que, voilà, s'ils ont un dossier un petit peu… Il sera certainement traité en novembre ou décembre. Hein, la commission va se réunir à ce moment-là. Mais ils demandent malgré tout de remplir les dossiers bien en amont. Et voilà, plus on sera nombreux, plus on entendra parler de nous, plus on pourra présenter la médiation et l'esprit de la chambre de la médiation professionnelle pourra comme ça avancer. Donc toi, tu dis que les médiateurs professionnels te contactent, il y a le workplace pour ça, hein, on a un outil interne qui permet aux médiateurs de te contacter. Il y a une petite cotisation pour le CMPJ, je crois. Hein. 10 €.
Oui, alors je vais pas rentrer dans tous les détails. Oui, il y a une petite cotisation. Non, mais je le dis quand même parce que pour pas qu'il y ait de surprise, quoi. Parce qu'en fait, c'est toi qui gères les timbres, la communication, etc., tous ces trucs-là. Donc, bon, chacun participe un petit peu, ça fait pas de mal. Voilà. Euh, Alors, après, bon, le fait de faire une demande au travers du club implique qu'il y a un document ou deux à remplir en plus. Donc, le plus simple, c'est de rentrer en contact avec moi. J'ai demandé autant que possible de le faire pour le 15 mai. Comme ça, moi, entre le 15 et le 30 mai, je me charge après d'envoyer les dossiers en personne morale avec, pour chaque cour d'appel, la liste des médiateurs qui souhaiteront être sous l'égide également, à la fois personnelle et sous l'égide du club. Alors, Jérôme me laisse un petit message qui dit que CMPJ ne fonctionne pas chez lui. C'est comme ça qu'il faudrait le dire, Jérôme, parce qu'en fait, CMPJ, ça existe, cmpj.fr, je viens de tester, ça renvoie sur la liste de Allo Médiateur, qui est également accessible par médiateur, hein, sans accent, médiateur-justice.fr. Oui, mais il faut supprimer le moteur de recherche. Si on travaille avec Google, par exemple, il faut enlever Google et c'est à la place de Google qu'il faut mettre cmpj.fr et il y a une redirection automatique sur le Allo Médiateur. Pour être un peu plus clair, il faut mettre en fait www.cmpj.fr et là, on atterrit effectivement sur Allo Médiateur. Donc, n'oubliez pas de mettre www.cmpj.fr. Voilà, donc pour les médiateurs professionnels, rejoignez Laurent et Jean-Bruno pour faire la liste des médiateurs, parce que là, ils vont communiquer par l'association du CMPJ. Vous avez compris qu'en fait, il y a deux manières d'être désigné. Il y a la manière d'être désigné individuellement, donc il faut faire la démarche d'inscription, et puis il y a la manière d'être désigné par groupe, par association. Donc c'est indispensable parce qu'en fait, il y a des juges qui ne fonctionnent que comme ça. Donc, il fonctionne en désignant une association. Donc, Jean-Bruno a illustré le cas de la désignation individuelle. Donc, il y a la désignation également par personne morale. Donc, et là, c'est la personne morale qui désigne. Alors, évidemment, ce sera les médiateurs les plus proches des tribunaux en question qui seront envoyés en mission par le CMPJ dans le cas où ça se présenterait. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.